Il était dans l'écoute et dans le partage de la parole. Donc c'était absolument quelqu'un de fascinant et de troublant quand on le rencontrait, parce qu'il était très, non pas original, mais très incarné, très puissant, puissant dans la simplicité. L'artiste qui m'a certainement le plus marqué dans ma vie est un artiste qui s'appelle Chen Sen. Je le rencontre en 1986. J'avais alors 26 ans. Et je le rencontre dans une galerie. Il se faisait passer alors pour un journaliste d'un quotidien chinois. Il me disait qu'il était en France pour interviewer, rencontrer différentes personnalités pour comprendre mieux le monde contemporain. On se voit pendant différentes sessions, comme on le fait à l'instant. Il vient chez moi quasiment toutes les semaines. Et au bout d'un moment, je comprends qu'il n'est pas du tout journaliste et qu'il fait autre chose. Et je sens qu'il a une appétence pour l'art contemporain. Il me pose beaucoup de questions. Et je comprends que finalement, il est artiste. Je comprends qu'il arrive de Chine, qu'il a eu un choc culturel en arrivant ici, qu'il a complètement bloqué dans sa pratique de plasticien. À chaque fois qu'on se voyait, j'ai demandé, mais montre-moi quelque chose. Et ça a duré pendant 2 ans, car il considérait qu'il n'était pas prêt. Le jour où il se sentait prêt, il m'appelle, il me dit, quelqu'un m'a prêté une salle pour 2 jours, où j'ai installé pour toi des œuvres que tu peux venir voir si tu as le temps. Je saute dans un bus et je tombe complètement par terre par des pièces dont je découvrais l'aventure d'un vocabulaire qui était complètement nouveau pour moi, différent. Et tout son travail a été de se confronter lui-même en tant que Chinois à toutes les marges internationales où il pouvait aller. Donc il avait une soif de se déplacer. Il a fait des workshops, des collaborations avec différentes communautés à travers le monde. Et il a fait 2 projets qui sont assez symptomatiques de ce dont je parle. Une qui s'appelait Vulnerability et l'autre qui s'appelait Un monde sans frontières. Et le premier était fait donc à Salvador Bahia au Brésil, avec un ensemble d'enfants venant de communautés totalement défavorisées, pour leur demandant quelle serait votre maison idéale. Et il a proposé de réaliser des architectures avec différents objets simples, des bougies. Et donc les enfants choisissaient avec lui des bougies d'une seule couleur, de plusieurs couleurs, et construisaient leur architecture d'un monde idéal. Et vous savez que les bougies, évidemment, sont des choses qui accompagnent la célébration de chaque moment de la vie. La bougie, c'est également une notion d'une temporalité particulière, d'un temps qui passe. C'est aussi la bougie, c'est de manière universelle, c'est dans toutes les religions, accompagne la naissance et également la mort. C'est aussi l'âme qui reste encore présente dans la bougie, qu'on trouve dans la plupart des cultures, et ainsi de suite. Donc, il utilisait ce vocabulaire qui était transculturel et qui était l'un des vocabulaires les plus simples, les plus modestes. Et c'est ainsi qu'un jour, nous nous promenions avec sa femme, son fils. Nous allions déjeuner dans son restaurant favori. Et en marchant vers ce restaurant, nous tombons sur une chaise d'un enfant qui était le long du passage piéton et qui était là, abandonné. On la récupère évidemment. Et quand on rentre chez lui après le déjeuner, il nous propose de faire un workshop avec son fils Chenpo, sa femme Chimine qui l'accompagnait du début à la fin, la mère de mes enfants et mes 2 enfants. Nous construisons donc à 14 mains une maison, une architecture, une sorte d'architecture idéale à 14, comme ça, dans l'euphorie d'un moment. Et c'est cette œuvre dont je voulais vous parler, que nous avons construite ensemble, et qui pour moi, cette construction qui est l'image de nos vies, d'une vie très éphémère, comme une bougie qui passe, mais surtout la bougie, selon la température, peut fondre. Elle est solide,
mais d'une fragilité extrême. Elle est comme nous, on peut tenir debout, mais à chaque instant, selon un changement d'une chose, d'un moment à un autre, on peut fondre également. Je trouvais assez beau comme une histoire incroyable, qui était une sorte de temple d'une amitié et d'une philosophie partagée, d'une philosophie qui, au départ, je n'ai pas forcément compris ce que nous construisions ensemble. Et en fait, au fur de cette amitié, j'ai compris que c'était un boomerang qui m'était envoyé et que des années après sa mort, j'ai été invité à aller moi en Chine. Et je me retrouve dans un univers où je dois moi, à mon tour, me réinventer complètement. Me réinventer car j'étais parti du palais de Tokyo, j'étais parti d'une institution en Angleterre et je vais en Chine donc pour développer la première fondation privée en Chine. Quand j'arrive sur place, évidemment, tous mes schémas s'effondrent de la même manière. Tout son travail était de réinventer un dialogue. Il a voulu essayer d'apprendre toute sa vie, toutes les langues possibles qu'il pouvait absorber, autant qu'il pouvait, car il était atteint d'une maladie très importante, une sorte de leucémie, et donc il avait un compte à rebours depuis l'âge de 25 ans, et il vivait dans une urgence absolue, et il voulait que chaque instant soit le plus riche possible. C'était un ami qui vous change la vie, dans le bon sens du terme. C'est vrai, pour moi, c'est la vraie amitié, c'est ça. C'est non seulement la fidélité, mais c'est un dialogue où chacun se nourrit. Et donc, autant que j'ai pu, je l'ai présenté à tous mes homologues conservateurs, journalistes, critiques internationaux. Il a pris son envol comme ça, c'était magnifique. C'était vraiment, on a collaboré, dialogué, partagé la plupart de ces différents chapitres. Et donc c'était absolument passionnant de vivre toute l'aventure d'une œuvre, depuis sa naissance jusqu'à la dernière pièce. C'était extraordinaire. On aurait aimé que ça dure plus, ça c'est sûr.